de vous présenter les productions de la commission culture qui a bien travaillé, donc on a été contents de nous et on voulait vous partager les deux productions plus une petite contribution manifeste aussi que nous avons fait, des contributions qui ont été faites, l'une pour les champs et l'autre pour les villes, c'est-à-dire l'une pour le milieu rural, l'autre pour les grandes villes. Et voilà, et Luc en profitait pour avoir une parole forte sur les questions de politique culturelle dans un contexte où la culture est particulièrement malmenée. Donc on a invité pour cela nos parlementaires, je vais dire préférés, on en a d'autres, mais quand même nos parlementaires. Je veux dire, quand même préférés. Donc Marie Pochon, qui n'est pas pour rien dans le livret qui s'appelle Culture en campagne, une ambition écologique, puisqu'elle coanime le GT Ruralité, enfin, je vais raconter tout ça. Monique de Marco, qui est sénatrice de la Gironde, qui est à la commission culture du Sénat. Et puis donc Christophe Dupin, qui est co-auteur du livret qui s'appelle, il ne faut pas que je me trompe de titre, Écologie et politique culturelle dans les grandes villes, les élus écologistes à l'œuvre. Il y en a des exemplaires à côté de Christophe. Yvan, je vais dire mal le nom. Lubraneski, excusez-moi. Il se trouve qui donc représente l'Association des maires ruraux de France, il se trouve que la MRF a co-signé les éditoriaux de notre petite publication Culture en campagne. Et donc on est très heureux de les avoir avec nous. Et bien entendu, Marine, Chandelier, notre secrétaire national, voilà, pour aussi avoir cette parole un peu très engagée, même un peu sur la culture. Donc je vais distribuer la parole. Donc je suis à la fois Magali Sautreuil et Pascal Desmond-Chalier. Je fais les deux. Moi je suis conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc j'espère que vous êtes compatissants avec moi. Oui, c'est extrêmement dur. Alors, sachez qu'on a aussi d'autres élus avec nous, et notamment qui ont contribué à des écrits. Donc Philomène Récamier, qui est devant moi, qui est coprésidente du groupe des élus écologistes de Lyon. Je pense que c'est le plus grand groupe d'élus. Non, je crois que c'est le groupe de la métropole. Non, c'est ça, les 154. Absolument pas. C'est la ville de Lyon. C'est bien que tu rectifies. C'est Bruno Bernard. Et puis bien sûr Benoît Carré, qui est un habitué de la commission culture, qui est adjoint à la culture à la ville de Rennes. Voilà. Et on a aussi avec nous l'Île-de-France, avec Fabienne Meurice, qui vit des choses aussi détestables que moi à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on se pleure sur les ensemble. Et puis d'autres élus qui sont avec nous, qui nous ont rejoints, qui prendront volontiers la parole, j'imagine. Ça sera bien. J'ai oublié personne et donc on a profité de cette conférence de presse qui va être moins une conférence de presse qu'un moment, je dirais, un peu collectif, pour inviter des organisations professionnelles avec qui nous avons des contacts étroits de travail, de coopération. Voilà. Et on va commencer par Marie Pochon. C'est le déroulé. Tout à fait. Voilà. Déjà, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Pascal et merci à Magali au fond de son lit pour tout le travail qui a été fait, Claire également, par la commission de culture pour organiser tout ce travail-là. Pour vous dire, j'étais pas au courant jusqu'à il y a quelques jours que vous aviez également fait ce travail d'un livret sur l'accès à la culture également dans les grandes villes. Et c'est un travail juste monstrueux que vous avez abattu ces derniers mois. Et donc vraiment, merci beaucoup. Et ça a été un plaisir de travailler avec vous pour l'émergence, en tout cas, du petit livret sur la culture en ruralité. La question de la culture et de l'accès à la culture, c'est souvent un impensé. On le voit dans les institutions aujourd'hui avec une ministre de la Culture qui est finalement plus intéressée par la course à la mairie de Paris que par les politiques culturelles. On le voit dans les choix politiques qui sont faits à l'échelle nationale et notamment les débats qu'on a pu avoir sur le projet de loi simplification qui visait finalement à supprimer certaines instances culturelles très importantes. On le voit également dans l'ensemble des politiques publiques plus locales, enfin nationales ou locales, avec les coupes budgétaires opérées sur les politiques culturelles dès lors qu'il faut faire des économies. Je pense que les autres pourront
revenir sur ces sujets. Moi, je voulais insister dans mon intervention sur l'émergence du livret culture en ruralité, culture en campagne. Quel était le titre exact? Culture en campagne, une ambition écologique, parce qu'il émerge d'un travail effectivement commun entre la commission culture des écologistes et le groupe de travail ruralité écologiste. Ce groupe de travail, il est né à l'été 2022 lors des journées d'été des écologistes, d'une formation qui avait attiré de très très nombreux écologistes, et on s'est dit qu'on avait sans doute quelque chose à dire en tant qu'écologistes et ruraux sur le fait d'être, sur la ruralité écologiste et sur le fait d'être un militant ou un élu écologiste et rural, et qu'on avait quelque chose à porter au sein du parti bien évidemment, mais qu'on avait sans doute aussi une voix à porter au-delà du parti dans le débat sociétal, où on a souvent tendance à opposer ruralité et écologie, comme si c'était deux mondes qui ne se rencontraient pas, alors même qu'on a tant de militantes et de militants qui habitent, qui travaillent dans ces territoires ruraux, et que souvent c'est parfois même la vie à la campagne qui les a amenés à l'écologie politique. Donc nous avons travaillé là-dessus, nous avons monté en 2 ans 2 universités des ruralités écologistes, la première à Die dans la Drôme, la deuxième à Épinal, c'était en octobre dernier, et nous préparons d'ores et déjà la 3e édition à Coutances en Normandie. On a également publié un premier livret fin 2023 de propositions des écologistes sur l'agriculture. Donc on était un peu visionnaires, c'était quelques mois seulement avant la grande crise agricole et toutes les mobilisations qu'on a pu voir en janvier 2024. Quelques mois seulement avant, nous publions l'ensemble des propositions des écologistes, parce qu'on sentait effectivement qu'il y avait quelque chose là qui était en train de naître dans toutes les campagnes de France, et qu'il fallait pouvoir engager le virage pour la transition agricole. Malheureusement, même si ce n'est pas du tout ce qui s'est passé par la suite, je sors juste de la commission sur la loi du plomb, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il n'empêche que ce n'est pas forcément les bonnes solutions, les propositions qu'on avait faites dans le livret n'ont pas forcément été reprises par le gouvernement, bien malheureusement, mais ça reste une bataille. Mais suite aux universités des ruralités écologistes à Die, où un atelier avait été organisé avec les acteurs culturels, notamment sur l'accès à la culture en ruralité, est née l'idée par toi, Pascal et Claire, oui, d'initier un livret sur l'accès à la culture dans les territoires ruraux. Et donc c'est ce résultat qu'on vous présente aujourd'hui, même s'il est sorti déjà à l'automne dernier. Sur ce livret-là, on a eu l'occasion de le présenter également dans ma circonscription, dans les baronnies provençales, dans un petit village qui s'appelle Ventrolles, avec un monde fou qui est venu lors de la présentation de ce livret, et sur une rencontre qu'on a organisée tout un après-midi entre des élus locaux, des élus départementaux, régionaux, nationaux également, mais également des acteurs culturels de tout ce territoire de très grande ruralité que sont les baronnies provençales. Et on a pu à ce moment-là leur offrir un espace d'expression, d'écoute et de co-construction. C'est un enjeu, la culture et l'accès à la culture dans nos villages, qui peut parfois paraître secondaire face à la crise climatique ou la guerre à nos portes. Pourtant, la culture, c'est un lien précieux. Elle est ce qui nous tient ensemble en tant que nation. Elle crée du lien quand le temps nous pousse à nous fracturer. Elle est l'étendard de valeurs communes, d'une histoire et de territoires que nous avons en partage. Elle émancipe également, et elle permet d'entrevoir d'autres possibles quand tout semble bien obscur. Alors, dans les pages du livret Culture en ruralité, je pense que d'autres reviendront de manière précise, et notamment toi, Pascal, pour décrire ce livret, mais vous lirez les propositions que nous faisons en matière de compétences culturelles, en matière de financement des politiques culturelles également. Vous pourrez y lire la manière dont on voit la culture comme un levier essentiel de cohésion sociale, d'émancipation citoyenne et d'attractivité pour nos territoires, notamment en milieu rural, et la nécessité d'accompagner l'ensemble des dynamiques qui sont réelles et qui existent sur nos territoires ruraux, même si on les voit très peu, et souvent elles font l'objet de débrouilles finalement de l'ensemble des acteurs locaux qui quand même font perdurer ce réseau associatif et culturel sur l'ensemble de nos territoires.
Dans les pages du livret Culture en ruralité, vous lirez une image finalement de la diversité rurale en phase avec les réalités de nos modes de vie. Vous lirez ce que peut être un imaginaire rural désirable afin de favoriser l'habitabilité de nos campagnes. Vous y apprendrez l'importance de renforcer la présence artistique et culturelle dans les campagnes pour inventer d'autres relations au vivant, au monde et à la démocratie. Vous y découvrirez nos contributions pour rééquilibrer les relations campagne-ville, non pas autour d'une relation de dépendance, mais de l'autonomie et de la cogestion. Donc les acteurs culturels, associatifs, bénévoles et salariés font vibrer nos villages et nos campagnes de nombreuses manières. Et ils font vivre la culture sous toutes ses formes. Convivialité, art contemporain, ciné-débat, concerts, festivals, nos territoires ruraux regorgent d'imagination pour faire vivre la culture et la rendre accessible à toutes et tous. Toutes ces initiatives rapprochent les habitants, tissent du lien entre les générations et font vivre nos traditions. Et peut-être pour terminer, vous dire que comme beaucoup ayant grandi dans un village, j'ai souvent vu la culture comme quelque chose d'assez lointain, en tout cas l'image que je me faisais de ce qu'était la culture, comme quelque chose d'assez lointain qu'on pouvait lire de temps en temps dans Télérama et qui décrivait l'ensemble des spectacles, des expositions, de tout ce qui se passait finalement dans les grandes villes, mais comme quelque chose d'assez inaccessible pour des lieux dans lesquels je ne me rendrai sans doute jamais. C'était la grande culture qui s'adressait à certains et pas vraiment à nous. Mais nos villages, à mon sens, et je crois que c'est ça que nous essayons de porter aujourd'hui, ne sont pas silencieux ou coincés dans une forme de misérabilisme culturel, comme certains aimeraient le faire croire. On a ainsi pu entendre la droite ou l'extrême droite réduire la diversité culturelle et créatrice à une conception étriquée et réactionnaire du patrimoine ou de l'art. En Auvergne-Rhône-Alpes, pour revenir là-dessus, les élus, les Républicains, ont adopté récemment un vœu intitulé « Il faut sauver le petit patrimoine religieux » qui décrit les églises comme l'âme de nos villages. On peut s'inquiéter d'une conception étroite qui met de côté toute autre forme de patrimoine religieux, de patrimoine bâti, mais aussi tous les patrimoines culturels immatériels, comme les traditions paysannes et ouvrières, comme les contes, les musiques, les fêtes et les danses traditionnelles, les langues régionales, l'histoire des peuplements et des migrations, les mémoires locales, tout ça, ça fait partie également d'une forte tradition culturelle locale qu'il nous faut pouvoir embrasser dans notre vision de la culture. Donc la culture en ruralité est au contraire belle et bien forte, emplie d'une multitude de nos concitoyens qui se battent tous les jours pour diffuser la culture au sens large, rapprocher l'ensemble des habitants des villages et faire vivre la solidarité. Tous ces acteurs doivent être accompagnés et soutenus par des politiques publiques ambitieuses, et je pense que Monique pourra rebondir là-dessus sur tout le travail qu'elle peut mener au Sénat, et ne doit pas être restreinte aux grandes villes et aux métropoles. Donc je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. C'est un long travail qui est finalement présenté ce jour en conférence de presse. Merci encore infiniment Pascal, Claire et Magali pour le travail accompli avec la Commission Culture et puis bien évidemment tous les autres qui accompagnent ce travail-là et que vive la culture dans nos campagnes. Merci beaucoup, madame. Je vais passer la parole à Monique. Oui, je te remercie. Je remercie la Commission Culture d'avoir organisé donc, cette rencontre. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'en définitive il y ait une impulsion et le fait que la culture soit vraiment abordée chez les écologistes, etc. Merci pour le document dont vous avez eu l'initiative aussi bien au niveau rural qu'au niveau des actions des maires, des élus dans les villes. Moi j'habite la Gironde, c'est à la fois une métropole, Bordeaux, mais c'est beaucoup de ruralité. Donc bien sûr je m'intéresse à ce sujet en son entier. Sachez quand même que je suis bien seule parce que nous sommes très peu nombreux comme sénateurs. Comme sénateur écolo. Écologistes, 348, 16 seulement, donc il faut quand même savoir, sénateurs au groupe, et je suis seule à porter un peu ces sujets culture et éducation aussi, qui est un vaste sujet, donc c'est quand même une lourde charge. Donc dès que je préfère après répondre à vos questions, mais je vous dis que dès que j'ai été élue, je me suis intéressée à un premier sujet, c'est-à-dire langue et culture, donc régionale, et j'étais rapporteur donc, de la loi Moulin à cette période. Et par la suite, c'est embrayé sur une commission d'enquête sur la concentration des médias, qui finalement a abouti à très peu de choses, si ce n'est donc, et là on va peut-être revenir, à cette proposition de loi dite Lafon sur
l'audiovisuel. Mais parallèlement, je cherche à être utile, c'est-à-dire à pouvoir acter certaines choses. Donc suite à cette commission d'enquête sur la concentration des médias, je me suis intéressée à ce sujet et j'ai produit donc 2 propositions de loi. Une première proposition de loi sur justement la liberté des médias et une deuxième proposition de loi sur l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais faire bref, rappelez-vous, il y a eu la fin de la redevance et en même temps, il n'y avait rien derrière. C'est-à-dire comment on allait commencer à pouvoir financer l'audiovisuel public. Et ça s'est fait donc au dernier moment en catastrophe, parce qu'il n'était pas possible que l'audiovisuel public soit financé sur le budget. C'est-à-dire qu'il pouvait chaque année, proposition de donc être remis en question budgétairement. Donc là, juste, nous avons eu une proposition de loi qui a permis donc de stabiliser le budget, mais une fausse stabilité, puisqu'en définitive, il était prévu à 4 milliards, et il a déjà été descendu de 50 millions. Donc, le budget de l'audiovisuel public n'est pas vraiment donc stabilisé. Et vous avez vu donc finalement, si vous avez écouté ce matin Rachida Dati, etc., qui persiste et signe à vouloir donc faire cette fameuse holding. En réalité, c'est une holding fusion de l'audiovisuel public. Et c'est un tissu de mensonges qu'elle a rencontré ce matin concernant donc cette proposition de loi qu'elle veut défendre au mois de juin. Je ne sais pas si elle arrivera à le faire passer à l'Assemblée nationale, mais c'est ce qu'elle a affirmé. Mais elle affirme beaucoup de choses, et ensuite, ça ne suit pas. Elle était très sûre d'elle. Toujours est-il que c'était des sujets qui m'ont intéressé, mais également donc les sujets culturels. Et là, on a vu le désengagement donc, croissant donc, de l'État et les réformes qui fragilisent vraiment donc, tout ce qui est le secteur culturel. Il y a quand même, et ce matin, elle a menti, moins 50 millions sur le budget culture cette année. Elle a affirmé que non, ce qui est faux. Et il y a aussi une diminution des budgets, donc des collectivités. Il n'y a pas que Pays de la Loire. Sachez qu'en Aquitaine, c'est 25% en moins. Donc, c'est quand même 2,2 milliards le budget des collectivités sur la culture. C'est pas rien. Et c'est nécessaire à pouvoir faire vivre le milieu culturel. Alors, donc, il y a eu également, là, récemment, le gel du volet Pass Culture sur les collectivités. Pour les projets culturels, etc., collectifs. La part collective, etc. Alors, ils se sont rendus compte qu'au final, ils ne pouvaient plus financer tout ce qui était engagé. Ce qui était catastrophique. Sachant qu'elle dit, la ministre de la Culture, attendez, c'est pas moi, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas su prévoir, en définitive, qu'il y avait beaucoup de demandes. Et ce côté-là, justement, de ce pass culture, pour moi, c'était très intéressant. J'ai souvent interrogé la ministre de la Culture à savoir comment ça se passe, le pass culture en milieu rural. Il y a quand même une difficulté, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être envisager comment on peut financer la part du transport, comment est-ce que sur la part collective, il n'y a pas une possibilité de pouvoir déplacer donc, des scolaires sur des lieux culturels, ou alors amener au contraire la culture sur ces lieux-là. Mais il y a quand même comment dire, un trou dans la raquette concernant l'appropriation au niveau de la culture, pour les scolaires, justement, qui sont dans le milieu rural, et ce n'est pas rien. Alors, je rappelle quand même que j'ai défendu beaucoup d'amendements lors du budget qui n'ont pas été votés, et je tiens surtout à un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai du mal à le mettre en avant au niveau du Sénat, mais ça concerne la précarité des artistes-auteurs. Donc j'ai déposé une proposition de loi pour la continuité des revenus des artistes-auteurs. Cette proposition de loi, elle a commencé à l'Assemblée nationale, elle était un peu transpartisante, mais elle n'a pas réussi à émerger. Je m'en suis saisie, je l'ai transformée, et c'est de façon à pouvoir reconnaître justement ces artistes-auteurs qui sont dans une très grande précarité, ce sont des scénaristes, des auteurs de bande dessinée, etc., qui puissent avoir une continuité de leurs revenus, c'est-à-dire avoir droit aussi, comme les intermittents du spectacle, à pouvoir, dans des moments donc, de trou, pouvoir subvenir, donc avoir des financements, de façon à avoir une reconnaissance aussi de leur statut. Sachez quand même que j'ai de grosses difficultés à pouvoir faire valoir cette précarité-là. Et j'espère pouvoir aboutir prochainement à ce que cette proposition de loi, et ça c'est grâce à certains qui y a ici aussi, qui appuient cette démarche, qui ont besoin, qui sollicitent donc les autres sénateurs de façon à prendre ce sujet à bras le corps, parce que ceci est extrêmement important pour eux, d'avoir cette reconnaissance et aussi cette continuité de revenus.
Alors, donc, je n'y vais pas aller plus loin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également qu'en réalité, il y a aussi une autre menace, c'est la réforme du RSA. Elle concerne donc les artistes-auteurs, elle concerne plein de structures. On va demander à ce qu'ils puissent faire des œuvres complémentaires, comme si ils n'ont pas de reconnaissance particulière. Alors, le fait de reconnaître un statut particulier pourrait peut-être les faire exempter de ce fameuse obligation du RSA. Il y a aussi donc la problématique, là, parce qu'on est extrêmement sollicité, sur le seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs. Je ne sais pas où ça en est, ça devait normalement être gelé, mais il est fort possible que ça ne le soit pas, que ça revienne en force. Tout ça pour faire de petites économies, et je trouve ça déplorable. Parce que ça ne concerne pas que le bâtiment, ça concerne plein d'auto-entrepreneurs qui sont justement dans le milieu culturel. Et pour eux, il est essentiel justement de pouvoir préserver ce seuil de TVA qu'ils ont actuellement. Voilà un petit peu globalement tous les sujets que je traite, et bien d'autres, mais je vais laisser la parole donc aux autres intervenants. Je reviendrai sur vos questions. Merci beaucoup, Mélie. Alors on fait le tour. C'est Christophe Dupin de nous présenter donc, le livret réalisé par les adjoints à la culture des villes écolo. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, alors ça fait presque un an qu'on travaille sur ce livret culturel et il vient juste de sortir, hein, Marie. C'est normal que tu ne l'avais pas encore entendu parler parce que c'est une exclusivité. C'est une exclusivité. On est très heureux de vous le présenter. Alors donc on est venu à 3 adjoints à la culture, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, Philomène Récamier à Lyon et Benoît Carrel qui est adjoint à la culture de Rennes et donc moi adjoint à la culture de Tours. Donc c'est en fait ce livret en fait c'est vu comme un peu un plaidoyer de ce qu'on a mis en place et donc ce dont on est assez fiers. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle menée par des écologistes? Donc avec voilà, on a essayé de regrouper ce qu'il y a en commun de nos 10 villes à peu près. Donc il y a depuis 2014 à Rennes et Grenoble 7 villes. Ah, après je vais juste expliquer la petite différence. Depuis 2014 en fait il y avait un élu culture à Rennes, même si Rennes est une ville socialiste. Ceux qui suivent vous le savez bien. Et puis à Grenoble il y avait aussi un adjoint à la culture et une ville écologiste. Et puis il y a eu la vague 2020 avec une dizaine de villes écologistes, mais dedans il y a 7, on est 7 élus à avoir la délégation culture. Donc on se voit régulièrement chaque année, on se met en commun, on voit un petit peu ce qu'on réussit, nos difficultés et puis nos réussites. Et on avait cette volonté aussi dans la perspective des municipales 2026 d'avoir ce document-là, notamment à l'adresse des médias, parce que parfois on était un petit peu erraté dans les médias au niveau de la culture, et donc voilà, cette fierté d'avoir mis en place beaucoup de dispositifs, et puis avec l'objectif aussi d'aider nos copains dans les autres villes, grandes villes, métropoles, et puis villes de taille moyenne, parce qu'entre la ruralité, il y a aussi tout un réseau de villes moyennes, on va dire, et pour leur donner alors, de façon très pragmatique, un peu les grandes thématiques, et puis des exemples concrets de dispositifs, et sur ce que c'est qu'une politique culturelle sous le prisme de l'écologie politique. Donc voilà un petit peu l'ambition. Et donc, voilà, donc vous savez, il y a 12 thématiques, on a ressorti 12 thématiques, on peut considérer que la colonne vertébrale, un petit peu d'une politique culturelle écologiste, c'est d'avoir le prisme des droits culturels. Quand même, c'est vraiment cela qui fait la caractéristique. Alors, pour faire très simple, les droits culturels, c'est l'ensemble de dispositifs qui vont permettre que les habitants vont participer à la vie culturelle de la cité. Voilà, c'est une définition très très générique. Et à travers ça, donc, il y a tout un ensemble de thématiques qui se déclinent. Alors par exemple, faire vivre vous savez qu'on aime bien la biodiversité, mais on a l'importance, la nécessité de faire vivre la diversité aussi culturelle et la diversité aussi des esthétiques artistiques. Alors avec des exemples très concrets, évidemment des villes comme Strasbourg et Rennes qui ont mis en place des dispositifs permettant de faire vivre, on en a parlé tout à l'heure, les langues régionales et les cultures régionales. C'est aussi, comme le cas à Grenoble notamment et à Rennes aussi, comment les habitants d'origine immigrée vont valoriser davantage, comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser davantage
leurs caractéristiques culturelles, leurs pratiques alimentaires, ce genre de choses, qui font partie aussi évidemment de nos villes. C'est par ailleurs développer la co-construction et la coopération des villes comme Rennes et comme Bordeaux. Dès le début du mandat, il y a eu des états généraux de la culture qui ont été mis en place et qui ont, alors avec l'ensemble des acteurs, avec des habitants, à Rennes, je crois que c'était plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ces états généraux. À Poitiers, ils ont choisi la formule de forum culture, voilà, avec chacun a inventé, expérimenté des dispositifs différents. On est sorti à chaque fois une feuille de route. Voilà, la feuille de route, alors je crois qu'à Rennes, c'était 106 engagements pour la culture, qui a été l'objectif, la feuille de route sur le mandat et qui se décline après tout au long du mandat. D'autres villes, à Grenoble, à Lyon, je crois, et à Tours aussi, on a plutôt opté pour des rencontres culture sur des thématiques particulières avec des acteurs, des rencontres régulières, et puis même des petits déjeuners. On s'est rendu compte que les allers-retours, expliquer, c'était très important d'expliquer presque pas à pas les échanges, enfin pourquoi on faisait comme cela dans la ville, quels dispositifs on mettait en place au niveau de la politique culturelle, et puis d'expliquer aux acteurs pour éviter vous savez, parfois des intentions, des mauvaises interprétations. Et ça a été le genre de choses que on s'est copié les uns et les autres et on s'est infusé et qui sont qui nous ont été très utiles. Donc la co-construction, c'est aussi dans la gouvernance des institutions culturelles. Comment, alors il y a des villes qui ont mis en place des tirages au sort pour faire participer les habitants aussi à la gouvernance, à des comités d'attribution des subventions, et là qui sont allés très très loin, à Grenoble et à Rennes. Vous imaginez la complexité et l'enjeu qu'il peut y avoir dans l'attribution de subventions, et ben d'introduire des habitants, ça a été aussi donc quelque chose là qui a été un petit peu plus poussé, expérimenté. D'autres, évidemment, la mise en place des tiers-lieux sur la participation, la mise en place aussi un autre aspect important sur lequel qui est un peu fondamental pour nous les écologistes, c'est l'éducation artistique et culturelle. On parlait tout à l'heure de la nécessité, c'est pas le tout de distribuer des places pour aller au spectacle, mais c'est toute la médiation qu'il y a en amont et qu'il y a ensuite en aval aussi de ce travail pour ouvrir les grandes institutions culturelles notamment et pour développer la pratique artistique. Voilà, on pense à l'émancipation, au rôle émancipateur fondamental des pratiques artistiques, de la culture d'une manière générale. Et voilà, et donc les villes ont la compétence des écoles primaires, et donc toutes les villes ont quasiment soit le label 100% EAC, éducation artistique et culturelle, soit sont en cours de l'obtenir. Donc c'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Donc ça veut dire que à la fois dans le système scolaire, aux écoles primaires, ça garantit que chaque enfant a au moins une fois au cours de sa scolarité une intervention artistique de façon forte avec des intervenants professionnels sur parfois un semestre entier. C'est pas juste aller au spectacle ou aller dans un musée. C'est vraiment une construction très importante. Et c'est aussi hors temps scolaire, ce travail-là qui est fait avec des populations adultes, avec des habitants. On met en place des ateliers de pratique. C'est développer l'accessibilité, notamment toutes les personnes soit porteurs de handicap, d'obliger encore plus les institutions culturelles de travailler cette question-là du public en handicap, ou alors du très bas âge. On prend le cas de Tours, un festival sur les culturels, les petits pots dans les grands pour les 0 à 4 ans, parce qu'on sait qu'il y a une importance encore plus aujourd'hui avec la diffusion des écrans numériques, des téléphones, de travailler sur très petite enfance et d'avoir cette diffusion des pratiques artistiques et culturelles des plus petits, et puis aussi sur le grand âge, ou sur les personnes en santé, en difficulté de santé. Je pense à la prescription muséale qu'il y a à Rennes, c'est-à-dire qu'avec les médecins délivrent, puisqu'aller dans un musée, dans une exposition, ça délivre, c'est très bon pour la santé. Et ça délivre donc là, cette expérimentation vous
vous irez dans cette exposition, ça va vous faire du bien. Et c'est vrai, et ça marche en plus. Alors, autre point important, évidemment, tout ce qui concerne. Alors, on pourrait parler aussi de la gratuité qui a été mise en place dans les musées, dans les bibliothèques, parfois même dans les conservatoires. Et si on prend les droits d'inscription, il y a une réflexion dans plusieurs villes sur à la fois des droits d'inscription, alors gratuité pour les revenus les plus bas, et puis des droits d'inscription à partir du coefficient familial, du quotient familial, avec à Rennes, ils sont allés très très loin, c'est-à-dire que sur les tranches de revenus les plus élevés, un même taux d'effort que sur les revenus les plus bas, on va dire les revenus moyens. Alors le même taux d'effort, ça veut dire des droits d'inscription qui peuvent aller du simple au x10 en fonction de la tranche du revenu. Voilà, donc c'est Grenoble et Rennes. C'est l'axe Zuckman sur la culture. Mais du coup, ça travaille, c'est la question de l'équité aussi, de ce taux d'effort, et c'est intéressant comme travail à mener, l'équité sociale. C'est-à-dire que si on prend un droit d'inscription de 100 € pour des familles moyennes ou des familles à bas revenus, c'est beaucoup plus important que 100 € pour des gens qui ont des revenus très 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 élevés. Voilà. Et donc l'idée de pouvoir travailler ce taux d'effort. Autre thématique importante évidemment, les luttes contre les... Faut que j'aille plus court. C'est ça. Alors, je vais juste citer les violences sexuelles et sexistes, évidemment, plein de protocoles, de dispositifs. Tout le travail sur les transitions écologiques, la lutte contre le changement climatique, à toutes les institutions. Et on est parti aussi du travail sur les grands événements et sur les grandes institutions, puisqu'on considère que c'est un petit peu les locomotives et qui doivent être un petit peu les modèles pour l'ensemble des acteurs culturels. Et donc on les a un petit peu challengés dans toutes les villes sur les différents sujets. Aussi évidemment lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Notamment on pense aux grands événements à Lyon. Il y a tout un travail qui a été fait sur les organisateurs de festivals. On pourrait dire aussi sur la transparence des informations. Voilà. Et donc, comme il faut que bientôt que je finisse, en synthèse, on considère que la culture doit être transversale, à la fois au social, à la fois à l'éducation, à la fois à la biodiversité et à l'urbanisme. C'est tout un point important de l'urbanisme culturel. Et il y a nos collègues des Arts de la rue qui sont là. Et dans de nombreux endroits, effectivement, la culture, l'intervention artistique, elle doit être en lien avec les habitants et doit faire sens pour qu'on crée cette importance de vivre ensemble et de partager des moments d'émotion communs et communs. Voilà ce que l'on peut dire en quelques minutes, mais le challenge était difficile. Oui, Avant tout, c'est... Voilà, on va revenir dans les campagnes, c'est-à-dire on ne voulait pas faire un bloc urbain, un bloc rural, on est passé du national au local, de la ville à la campagne, et donc je vais passer la parole à Yvan, au titre, donc il est vice-président de l'association des maires ruraux de France. Merci d'abord à tous pour votre invitation. Alors je suis peut-être un peu l'intrus finalement, rural et urbain, puisque moi j'ai pas ma carte chez les écologistes, que peut-être avant de partir je vais la prendre. Je me sens assez bien accueilli. On a le terminal de paiement. C'est pas la première fois que, et je le disais avant d'entrer dans cette pièce, que l'association des maires ruraux a des interactions avec des élus écologistes, en personne notamment de Marie Pochon, derrière laquelle on pousse, on travaille, on a quelque part un peu abouti, en tout cas c'est une victoire, on va voir ce que le gouvernement en fera, mais sur les questions de la publicité des cahiers de doléances, de l'accès aux cahiers de doléances et surtout à ce qui est écrit dedans, que nous avons suivi de très très près à l'époque, puisque l'association des maires ruraux de France avait sorti une première synthèse sur la culture. On a été invité à contribuer et c'est ce qui motive cette présence. C'est important de rappeler qu'on a une association d'élus qui est dans la neutralité politique, mais la vraie. C'est-à-dire que la plus grande association d'élus que vous connaissez en général, c'est l'association des maires de France, dont David Lisnard est le président. Et qui
qui a un vice-président de gauche, c'est ça, en gros, et André Léniel. Et en fait, la plupart de leurs commissions et de leurs travaux en interne, ils veillent quelquefois à ces formes d'équilibre. En fait, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on est immédiatement dans le concret sur l'ensemble des sujets. On est souvent issu de listes, si elles ne sont pas participatives, elles sont souvent sans étiquette, c'est-à-dire, bon, c'est les meilleures volontés du village qui se sont mises en œuvre ensemble pour essayer de s'occuper d'une forme de destin commun. Alors, je ne suis pas en train de faire quelque chose d'idyllique. Hein, on a parfaitement conscience, et je le dis bien souvent, qu'on a des locomotives et des wagons de queue, comme on dit. Hein. Il y a des gens qui poussent sur de nombreux sujets, dont la culture, et puis il y a des maires qui traînent des pieds, qui sont sourds à beaucoup de choses en milieu rural, qui ont des formes d'autocratie qui est plus ou moins naturelle par nos institutions. Hein. Il faut savoir que le pouvoir d'un maire, il faut quand même le rappeler, y compris à l'échelle d'un village, est très puissant, et on peut passer, parce que même, je connais même certains maires qui ne sont même plus en majorité et qui sont encore maires, hein, dans les villages. Ça nous étonne parfois dans les villes que l'on puisse dire ça, mais voilà, en fait, ça existe parce que nos institutions, donc ça pose un problème, ça pose un problème institutionnel. Bon, passer ce point-là, pourquoi on a répondu à l'invitation? On a répondu à l'invitation d'autres formations politiques. Pour vous tout dire, vous êtes les premiers. On ne sait pas si ça continuera, mais il y avait cette volonté. D'abord, on a été aussi invité en amont aux travaux. Je sais que Fanny Lacroix a participé à une partie des travaux, et on a été associés tout au long de ces travaux. Donc on était partenaires de l'aboutissement et des contenus avant d'éventuellement les coiffer d'un édito. Il y avait tous ces contenus dont on avait pu travailler ensemble. Et cette posture surtout qui est très très importante pour l'association des maires heureux de France, c'est changer de regard sur la ruralité. Je dis parce qu'aujourd'hui, ça pèse encore énormément. Quand j'ai fait partie, lorsque je siégeais dans la commission, dans le conseil des territoires pour la culture à l'époque de Roselyne Bachelot, on sortait d'un déconfinement, il me semble, et j'ai dû apprendre à l'ensemble des membres du cabinet qui étaient autour de la table que la fête de la musique, le 21 juin, dont on était en train d'essayer d'inventer un énième protocole sanitaire, eh bien, dans un village, c'est pas forcément le 21 juin si ça tombe pas un samedi, en fait. Parce que se pose la question, et là on revient à du concret, la culture, pour quel public? Est-ce qu'on va avoir des publics quand on fait de la culture? Vous avez une offre dans des tas de cafés-théâtres à Paris tous les soirs. Mais dans un village, vous vous rendez bien compte que c'est impossible. Y compris celui qui est amoureux de culture, il ne va pas assister à tous les spectacles que nous faisions dans une semaine. Donc il y a cette réalité qui est importante à comprendre. Et donc de ce fait, apprendre quand même dans ce type de réunion à l'ensemble des gens autour de la table que la fête de la musique, non, ça ne va pas être forcément le 21 juin à la plupart des villages, parce que je trouvais, c'est plus cette année-là, que ça tombait un jeudi ou un truc comme ça. C'est assez sidérant. Par la suite, il y a eu d'ailleurs aussi une carte sur l'utilisation de la culture. Alors, ceux qui sont ici ont certainement eu à l'époque. Il y a eu un gros travail sur les données pour dire quels sont les budgets accordés à la culture dans toutes les communes. C'était le titre. Ils auraient peut-être dû dire effectivement dans toutes les villes. Et donc, du coup, il y avait une espèce d'invisibilisation totale de tous les villages qui étaient censés, au terme de cette carte, consacrer 0 € à la culture. Et ça, c'est un vrai sujet en réalité, que Marie connaît très très bien. C'est que on sort souvent des radars.
on va considérer que telle fête ou tel événement qui peut avoir une dimension culturelle, finalement on n'en a pas parce que ça n'est pas un événement qui est, je dirais, l'adjectif horrible, purement, l'adverbe, purement culturel. Non, il y a une forme d'hybridation. C'est d'ailleurs été évoqué aussi bien dans les villes d'ailleurs que dans les villages avec l'émergence aujourd'hui des tiers-lieux, qui sont aussi des lieux d'hybridation. Et donc nous, quand on passe à travers les radars, qu'est-ce qui se passe? On passe à travers justement les politiques publiques et leur capacité à soutenir financièrement, parce qu'à un moment donné, en dehors des bénévoles, on a des cas extraordinaires. Ça a été cité, évidemment, c'est mis en valeur dans ce livret, de festivals qui sont portés par des armées de bénévoles. Et à un moment donné, il faut aussi un petit peu d'argent pour arriver à tenir les choses. Et si on sort des radars, c'est quand même pas évident. Et donc, c'est toute une partie, effectivement, de la politique publique qui a tendance à être mise de côté. Un autre élément important, et qui est le corollaire, c'est l'action culturelle de l'État dans les territoires. Ça passe par les DRAC, qui devaient théoriquement avoir un référent culture. Alors nous, on n'a jamais rêvé. On a dit qu'ils allaient créer un poste dans le DRAC pour être un référent ruralité. Culture. Les DRAC, Pardon. Référent culture dans les DRAC, c'est pas mal. c'est mieux, hein. Je veille à C'est bien d'avoir repris. Un référent ruralité. Et donc, en fait, il s'agissait un peu, comme quand le préfet devient aussi le président local de la NCT, de simplement mettre un petit bout de casquette sur une tête qui était déjà extrêmement pourvue, et puis pas forcément sortir justement de ces questions. Ça a été abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que les DRAC, ils ont quand même un certain nombre d'habitudes avec des acteurs culturels, une forme de labellisation, qui font beaucoup plus partie du monde de la culture que celui de la convivialité et de la fête. Et donc, quand on hybride un petit peu tout ça pour essayer d'organiser et de faire vivre son village, de l'école, en passant par la fête, en passant par les sensibilisations, en passant par plein de choses, eh bien, on a tendance à sortir de ces radars. Et ça nous a beaucoup intéressé parce que, d'abord, dans tous les exemples qui ont été cités dans ce livret, eh bien, on voit bien que c'est possible et que ça se fait au quotidien, mais que ça pourrait être 100 fois plus si des fois des petits coups de main étaient donnés, et ça ne représente pas pour le coup des millions ou des milliards. Ça représente un changement de regard et aussi donc une adaptation des politiques publiques à cette échelle. Et donc sortir d'une forme d'imaginaire où la culture dans les territoires ruraux, c'est une espèce de vide par rapport à l'offre. Effectivement, l'offre est pléthorique, pas toutes les villes. Certaines villes qui ont effectivement une politique active de soutien, parce que c'est pas parce que ça existe et que c'est fort dans certaines villes que c'est durable, parce que tout le secteur est fragilisé. Et donc je vois que, peut-être pour conclure, que vous avez du coup produit, alors ça avec notre collaboration, mais aussi ce livret. Le prochain va fusionner les deux, mais c'était intéressant d'entendre parler. Dans les villes, il y a un travail sur les langues régionales, etc. Probablement qu'à travers ces projets-là, et ça viendra peut-être dans nos échanges ensuite, il y avait aussi une forme de mise à contribution de ces territoires qu'on dit des fois périphériques, dans l'organisation aussi de ces actions. Ça, on y aspire beaucoup aussi, donc je voulais le rappeler. L'Association des maires ruraux de France porte la notion d'interterritorialité depuis longtemps. On n'est pas opposé ville et campagne, mais par contre ne pas ramener l'un ou l'autre à une forme de cliché ou à un rôle absolu qui est la ville, c'est là qu'on a accès à tout et qu'on s'éclate en gros, et puis la campagne, là où il y a les petits moutons, mais entre les moutons et puis la mairie, il ne se passe pas forcément grand chose, qui est cette capacité effectivement à avoir, et ça la politique publique
c'était essentiellement sur ces questions-là que j'intervenais. Je sais que François Decker, qui a repris la question culturelle au sein de notre réseau, le fait aussi. C'était de dire, mais pourquoi dans les dispositifs nationaux, il n'y a pas quelque part cette obligation, on l'a bien vu sur les questions de parité, à un moment donné, il faut passer, et encore récemment, hein, il faut passer par la loi pour aussi bouger les habitudes. Et pourquoi on n'aurait pas des dispositifs, voilà, quand on est labellisé scène nationale, si on n'a pas une forme d'échange, il faut voir aussi la qualité des échanges avec le monde rural qui entoure la scène nationale, et bien on ne bénéficie plus du label, on ne bénéficie plus des accompagnements. À un moment donné, il faut peut-être un peu forcer le destin pour, une fois de plus, vivre ensemble, ce qui est dans la culture, on est, et ça a été dit en introduction, ce qui me permettra de boucler la boucle, mais c'est Marie qui va certainement la boucler, la boucle. C'est le meilleur lancement que j'ai jamais fait. C'est le ciment du vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ah, mais je vais boucler la boucle. Je dis deux mots rapides sur cette publication qui, dans l'ordre chronologique, et ça je trouve que ça c'est chouette, on a d'abord fait les campagnes et ensuite on a fait les villes, et je trouve que ça c'est un bon réflexe écolo. Vous verrez aussi dans les sommaires que on est assez proche quand même dans les thématiques, hein, c'est-à-dire que évidemment il y a des spécificités dans le milieu rural, ça c'est clair, et des questions que vous évoquiez, des questions de mobilité, des questions de moyens, etc. Mais dans la pensée écologique, on retrouve quand même un sommaire qui est le même, hein. Voilà, notre référentiel d'écologie politique s'adapte. Vous dire que la différence quand même entre la publication pour les villes et celle-ci, c'est qu'en fait nous avons souhaité faire remonter des projets, et donc la commission culture, les membres de la commission culture des écologistes ont fait remonter des projets. On a trouvé donc des projets qui nous semblaient je dirais, exemplaires, intéressants, et pourquoi. Et c'est à partir des projets qui ont été remontés qu'on a construit ce sommaire en disant ben voilà ce qui nous intéresse nous dans ces projets, voilà pourquoi on pense qu'ils sont à mettre en valeur. Ça prouve deux choses, ça prouve qu'il y a énormément de projets, Marie le disait, dans les villages, dans les campagnes, qui manquent de visibilité parce qu'ils ne sont pas faits pour être visibles, ils sont faits pour être vécus et pour faire la fête entre les gens, mais du coup ils échappent au radar des médias, et notamment des médias nationaux. Et on connaît l'organisation des médias en France, hein, donc forcément ça échappe au radar des médias, mais ça existe. Il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup de bénévolat, pas assez de moyens pour conforter les initiatives, mais de très très beaux projets, et souvent avec l'aide d'équipes artistiques qui naviguent entre la ville et la campagne. Et cette coopération entre les villes et les campagnes, elle existe déjà, elle est vraiment extrêmement fructueuse, importante, et elle n'est pas, on fait quelque chose en ville et on essaye de le fourguer à la campagne, ou voilà. On est vraiment dans des coopérations entre équipes artistiques et lieux culturels sur des formes qui sont très inspirantes, et c'est ce qu'on a voulu montrer. Deux, trois thématiques qui n'ont pas été abordées jusque-là. Tu as évoqué la question du patrimoine, des patrimoines qui nous fait souci, hein, parce qu'on voit aujourd'hui comment l'extrême droite et la droite extrême essaient de récupérer ces thématiques patrimoniales en pensant qu'on n'a pas, nous, de substrat sur ces questions. En fait, on est très intéressé par ces questions-là, mais pas du tout dans une vision passéiste et réactionnaire. Donc je pense, on a d'ailleurs fait à Épinal une jolie table ronde sur la question des patrimoines et des matrimoines qui a été enregistrée par la FEV, voilà, et que vous pouvez réécouter si vous avez 1 heure devant vous. Hein, ça a duré. Mais c'était assez chouette. Il y avait un artiste plasticien contemporain, un représentant de la FMA-ADT qui était là, et aussi des représentants de collectivités régionales et une conservatrice de musée. Dire qu'on peut aussi trouver, il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, nous les écologistes, c'est la culture scientifique et technique, et que le milieu rural peut être tout à fait propice à travailler sur ces questions, notamment sur les questions évidemment
de sciences du vivant, mais aussi sur des questions d'astronomie, sur plein de questions qui peuvent être développées, et c'est un lieu d'apprentissage de la culture scientifique et technique important. Dire qu'il y a un intérêt important à se battre pour des permanences artistiques. Ce qui manque, effectivement, c'est qu'il y ait des moyens pour que les équipes artistiques puissent véritablement s'installer dans les villages, travailler sur l'habitabilité des villages, s'inspirer de ce qui se passe aussi dans une grande proximité avec le vivant, et que donc ça, c'est souvent très périlleux, et les équipes n'ont pas suffisamment de moyens pour continuer cette permanence artistique. Donc on a beaucoup insisté là-dessus, et on a aussi donné des exemples d'endroits où ça se passe bien avec certaines collectivités territoriales, notamment on pense à des régions comme le Centre-Val de Loire, où il y a une vraie politique, et puis des régions, évidemment, on le sait, où ça ne se passe pas bien du tout, comme par exemple, je suis évidemment là pour dire ça, en région Auvergne-Rhône-Alpes, où on a déshabillé le budget en disant il y a trop d'argent dans les villes, et donc il y a 4,2 millions qui ont été enlevés en 2022, qui n'ont pas été du tout réinjectés, comme Vauquier le fait croire, en milieu rural. Il y a 2 appels à projets, vous savez, le coût des appels à projets où on refuse de coopérer, alors qu'il y a des dispositifs de coopération entre collectivités qui sont très intéressants, notamment comme les conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes à l'initiative de la DRAC, mais ça, la région, ça l'intéresse assez peu. Ce qu'elle veut, c'est faire des appels à projets toute seule, où on ne sait pas qui répond, on ne sait pas quels sont les critères de sélection, et on sait qu'on assiste à une vaste opération de clientélisme. Voilà. Donc ça, c'est pas une bonne façon d'intervenir en milieu rural, et je voulais vous le redire et le dénoncer, en même temps que ces baisses de subventions qui malheureusement nous affectent tous, affectent le secteur artistique et culturel, avec, tu l'as dit Monique, des gesticulations de la ministre de la Culture qui a lancé le Printemps des Ruralités, et c'est ça, nous, c'est grâce ou à cause de Rachida Dati qu'on a fait ce petit livret, parce qu'on a voulu réagir au Printemps des Ruralités, qui, comme vous le savez, n'a accouché positivement de rien, pas seulement de pas de référent de ruralité, mais pas vraiment de ligne budgétaire non plus qui permet véritablement, sérieusement, d'intervenir dans les campagnes. Donc voilà, ce petit livret, il a pour inspirer des militants, des équipes artistiques et culturelles, pour qu'on se batte ensemble pour qu'il y ait plus de moyens dans les villages et dans les petites villes. Ça fait du lien avec l'autre, voilà. Et on est donc aussi à votre disposition pour venir en parler dans les territoires ruraux où vous êtes installés, avec grand plaisir. Vous pouvez trouver le livret, il est là, puis vous aussi en version numérique. Et maintenant, c'est la parole à Madame Tondelier. Eh bien, merci Pascal, merci tout le monde. J'en profite pour indiquer la présence d'Aminata Niakate, la porte-parole nationale du parti, qui a été réélue en même temps que moi au Congrès. Je l'en félicite et je la remercie pour sa présence. Et puis il y a aussi 2 salariés, voilà, des écologistes qui sont là pour filmer aussi cette conférence, et qu'on puisse voilà, la revoir, la re-revoir, la faire circuler dans le mouvement, dans la commission culture, dans le groupe de travail ruralité, dans le pôle élu aussi, où toutes celles et ceux qui préparent des campagnes municipales seront intéressés pour savoir ce qu'on fait déjà et ce qu'on peut proposer dans nos projets. Donc voilà, je suis hyper contente d'être là. J'ai fait 30 ans de danse, moi dès que je vois un tapis comme ça, j'ai envie de danser le lac des Cygnes. Je vous le conseille pas parce que j'ai quand même perdu un peu de pratique, et même quand j'étais au sommet de ma gloire, c'était pas l'Opéra de Paris, mais voilà, c'était un bonbon, et c'était je sais ce que la pratique artistique m'a apporté dans un monde où en fait, quand on est petit, on fait cette activité, puis en fait, en grandissant, on se rend compte qu'on a appris des choses. C'est mercredi après-midi, et donc voilà, ça me manque beaucoup. Un jour, je reprendrai. En attendant, j'ai besoin d'une grosse prescription muséale, mais j'adore ce terme, c'est ma nouvelle passion, j'en parlais partout, j'avais jamais entendu ce mot avant. Voilà, je suis allée au musée ce week-end pour la première fois depuis très longtemps. Au musée de la mine, évidemment, tu vois, cliché. Mais j'ai emmené mon fils au centre historique minier de Leeuwarden, dont je suis administratrice, qui est aussi un centre scientifique d'ailleurs. Il travaille sur les questions énergétiques, parce qu'évidemment les mines ont fermé, mais la recherche continue. Et voilà, c'est toujours des moments aussi très chouettes, et c'est un musée qui retrace
l'histoire d'exploitation minière. Alors, je vous fais la spoiler alert parce que je pense que vous n'aurez pas l'occasion d'y aller dans votre vie, donc je vous raconte un truc, c'est que vous montez dans les chevalets, donc c'est les chevalements à l'est, chez vous c'est les chevalets, vous montez par les escaliers et puis vous descendez en ascenseur, donc il vous explique, les mines ici c'est 450 mètres de profondeur, ça allait jusque 1200 mètres de profondeur, et donc, vous êtes dans l'ascenseur, qui a des bruits de chaînes, ça en rajoute et tout, pour faire les ascenseurs de l'époque, et vous arrivez, vous avez toute la visite qui retrace l'exploitation minière, sauf qu'à la sortie, vous captez qu'en fait vous étiez au rez-de-chaussée, parce qu'évidemment, les mines sont fermées aujourd'hui, c'est trop dangereux. Mais donc vous retracez les mines au tout début de l'exploitation minière, et puis jusqu'à leur fermeture, donc vous avez les différents... Bon, c'est hyper dur à vivre, et ça permet de prendre conscience, quand tu habites là, de ce qu'il y a en dessous de tes pieds, des dizaines de milliers de kilomètres de galeries, l'équivalent de 2 fois la circonférence de la Terre, et puis de se rendre compte que c'était dur, quoi, parce que nous, il y a encore des mineurs, et donc c'était magnifique de voir, donc mon fils, on entend les marteaux-piqueurs, il démarre, bon là il y en a quand, il peut y en avoir 10 en même temps, l'humidité, la chaleur, l'obscurité, et puis à un moment elle explique qu'il y a des wagonnets, avant les chevaux et avant l'électrification, donc elle dit là c'est des enfants qui travaillaient, donc ils étaient 4 par wagonnet, et donc elle dit à mon fils, t'aurais bien aimé toi travailler là? Donc il dit non. Alors, il dit, qu'est-ce qui t'aurait dérangé? La chaleur, le bruit, l'obscurité? Lui il fait non, c'est plutôt le travail en fait. Ça m'a fait rire, et je me suis dit voilà que ces transmissions, c'est hyper important aussi. Moi, j'ai un territoire très particulier qui n'est pas vraiment rural, qui n'est pas vraiment une grande ville non plus. Mais je sais que quand on a classé le patrimoine minier, les terris, les maisons, enfin donc les corons, les églises, les chevalets, tout sur des dizaines de villes et de villages, tout a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ne faut pas oublier que c'est des écologistes qui l'ont fait. C'est Jean-François Caron, à un moment où d'autres de gauche disaient la dernière mine chez moi a terminé en 1990. Et il y avait un truc genre, on va pas braire toute notre vie, faut tout raser. Maintenant, c'est l'avenir. Et voilà, pour ceux qui sont déjà allés, même de Paris à Lille en voiture, vous passez devant le plus gros terri, le plus beau, c'est celui du Limbourg. C'est comme ça que il y a Ikea à côté, comme ça vous repérez, c'est chez moi. Et il y a... Oui, à Wany. Ah oui, mais à Los Angeles. À Los Angeles, oui. Il y a 2 sites miniers, Los Angeles et Wany, qui sont connus. Mais donc voilà, c'est hyper important. Je trouve que par la culture, les gens peuvent se réapproprier aussi leur territoire et redevenir fiers d'endroits dont moi, quand j'étais petite, franchement, la Saint-Denis, ça parlait pas trop. Et maintenant, grâce à ce classement UNESCO, je me rappelle les larmes de Jean-François Caron qui s'est battu quand tout le monde voulait tout raser en disant non, Bon, lui, il se trouve que sa famille, c'était sa vie aussi, quoi. Et donc, hop. Et les larmes de Jean-François Caron au classement, le jour du classement officiel, où en fait, il dit, mais vous vous rendez compte, il y a les pyramides de Khéops et il y a les terris de Los Angeles, qui font exactement la même taille au mètre près que les pyramides de Khéops. Donc là, il disait, on a mis une bassin minier sur le toit du monde. Et donc, voilà, je trouve que c'est des belles histoires, comme les écologistes ont souvent su et les raconter et les faire vivre et les rendre concrètes. Donc, moi, je trouve que j'ai de la chance d'être dans ce mouvement. Je le dis souvent, c'est un honneur et un plaisir que d'animer ce mouvement, parce que tu as dit tout à l'heure, Pascal, on est fiers de nous, on est content de nous. Moi, je suis hyper fière de nous. Voilà. Je le dis parce que c'est des sujets. Je ne sais pas si Hélène Arrel est encore dans la salle. Donc, Hélène, qui évidemment hier m'a fait un texto comme elle sait si bien le faire pour m'expliquer que c'est très bien tout ça, sauf, donc je vais te dire un truc qui ne va pas te plaire. Tu parles jamais de culture, ça va pas. Donc je vais expliquer tout à l'heure qu'en fait j'en parle, mais que c'est pas ça qui est repris dans ce que je raconte. Mais c'est vrai que se poser, se dire ensemble ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, et voir la richesse de ce qu'on fait déjà, je trouve que c'est des moments qui en fait, on est dans un rythme politique tel, et je pense, y compris vous, les élus qui bossez sur la culture toute la semaine, s'arrêter, analyser, s'imprégner de ce qui se passe ailleurs, je trouve que c'est devenu un luxe en politique, et qu'en fait on est occupé tout le temps à réagir et plus beaucoup à penser. Donc merci de nous avoir permis ça. Et puis vous dire aussi qu'on est le seul parti à ma connaissance à faire ça. Parce qu'on peut reprocher à la secrétaire nationale des écologistes de ne pas assez parler de culture, mais évidemment suite à cette émotion que j'ai envie de vivre avec vous, j'en parlais tout le temps. Mais quand je regarde, c'est David Cormand, mes prédécesseurs, qui dit souvent que c'est sa grand-mère qui le disait, mais à mon avis c'est lui qui le dit, c'est la grand-mère David Cormand en Bordeaux, qui dit souvent, quand je me regarde je m'inquiète et quand je me compare je me rassure. C'est vrai qu'on peut trouver que les écologistes ne parlent pas assez de culture, mais
dans le climat politique actuel, en fait, il y a peu d'espace pour en parler. Mais enfin, quel parti a travaillé un livret sur les politiques écologistes, enfin les politiques culturelles municipales, en mettant en valeur tout ce travail et en travaillant de manière interconnectée? Quel parti a travaillé un livret spécifique, je pose la question à l'Association des maires de France, a eu un travail, même pas juste un livret, mais juste une réflexion spécifique à la culture en réalité? J'en connais pas deux en réalité. Et donc je suis très très fière de ça. Et puis, vous dire que même si je n'en parle pas tous les jours, donc Hélène m'a dit, je sais que tu as fait des trucs, mais tu n'en parles pas quand tu vas sur France Inter, donc je suis ravie. Je suis pressée qu'il me réinvite pour que je fasse une dédicace à Hélène, en disant, écoutez, je suis désolée, vous ne parlez jamais de culture, je mets des pieds en plat. Mais j'ai été invitée par exemple par la chef de file des écolos pour les municipales à Nantes. Et vous savez, quand je fais ça, bon, souvent ils m'invitent pour lancer des campagnes, donc on fait des meetings, etc., comme on sait si bien le faire, et ça fait du bien aussi, mais je dis souvent, je vais pas venir, je vais venir avant, puis l'après-midi on fait ce que tu veux. Et elle m'a dit, je pense que ce qui serait utile, c'est rencontrer les acteurs de la culture. Avec plaisir. Et donc, on se retrouve à Nantes, vous connaissez le lieu unique à Nantes, voilà. Et on se retrouve avec les acteurs de la culture. Et moi, j'angoissais, je me dis, mais je sais pas. Enfin, c'est des moments de détresse où tu partages, tu te sens tellement impuissant, en fait, de ne pas pouvoir les sauver, de ne pas savoir quoi leur dire, à part t'excuser de ne pas avoir plus de pouvoir. Mais c'est réel, quoi. Et franchement, alors, tu as parlé de Laurent Wauquiez. Moi, c'est le moment où j'ai dit, Xavier Bertrand, c'est peut-être pas si pire par rapport à d'autres régions. Non mais toi, on en arrive là. Ils ont réussi à me faire aimer Xavier Bertrand. Parce que quand je suis arrivée à la région où ça sabrait aussi, comme, de toute façon, ils n'ont pas le choix dans les régions, il y a moins de budget, donc voilà. Et je me rappelle, le groupe écolo était là, ouais, là on va se plaindre sur la culture. Et je leur ai dit, oui, on va se plaindre, mais je veux juste, comme je reviens il y a quelques jours de Nantes et que j'en suis encore très secouée, c'est 2/3 du budget en moins pour la culture, en Pays de la Loire. Et c'est 2400 emplois menacés. C'est-à-dire que là, moi, j'étais mobilisée à ArcelorMittal le 1er mai, c'est 200 emplois. Et voilà, il y a une mobilisation des manifs, mais là-bas, c'est 2400. C'est un plan social qui ne dit pas son nom, parce que ça va être un par là, un par là, un par là. Et voilà, j'ai vu de la détresse, j'ai vu des structures qui pressentaient qu'elle allait s'en tirer plutôt, pas mieux, mais moins mal. Et qui limite en culpabiliser, en disant je suis désolée de dire ça devant les collègues, mais c'est vrai que nous, par exemple, voilà, on a telle salle qui marche très bien, on dépend tellement des subventions, et qui pèse sans excuser. Donc on en est dans un truc de syndrome de l'imposteur, ou je ne sais quoi, c'est terrible. Et puis de se rendre compte que même les compagnies qui vont survivre, c'est pas toutes, que c'est plutôt celles qui sont sur des petits formats, qu'aujourd'hui par exemple, il y a un appauvrissement, parce que c'est la création qui trinque en premier, parce que évidemment quand vous faites venir une troupe, les formats qui sont à plus de 1, 2, 3, en fait, ça coûte plus cher. Donc, quand vous voulez maintenir une programmation avec un nombre de dates, vous allez sélectionner sur combien chaque date coûte. Donc, les gens qui, par exemple, dans la danse, des formats un peu larges, voilà, c'est quasiment plus possible de faire déplacer. Et donc, moi, voilà, j'en suis rentrée vraiment meurtrie. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé aussi à Hénin-Beaumont. Vous allez me dire, ici, il passe beaucoup de choses. Mais il y a eu l'épisode sur l'Escapade, qui est, moi, la salle, je vous parlais de la danse, j'en ai fait dans 2 endroits de la ville, mais notamment dans cette salle, qui était, c'est dans ma rue, quoi. C'est-à-dire que c'était la MJC, là où mes parents allaient quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire le seul lieu un peu où les gens se rassemblaient. C'est devenu un théâtre où on faisait de la danse, de la musique, des cours d'anglais, parce que ce qui se passe dans ce genre de lieu. Et c'est le lieu de mes spectacles de danse, c'est là où j'ai tout appris, quoi. Et quand tu vois, en plus ça se passe de manière hyper malhonnête, parce qu'ils disent ouais, la salle ça marche pas, ils s'engueulent. Bon, évidemment ils attendent qu'il y ait un problème RH, et la justice s'exprimera dessus, et voilà, il y a peut-être vraiment eu un problème RH, ça arrive dans beaucoup de structures, et la culture n'y échappe pas. Mais vous voyez, ils ont mis 2 employés municipaux. Avant c'était le purgatoire, c'est-à-dire que c'est comme à la médiathèque, ils mettaient les gens qu'ils ne voulaient pas voir en mairie. Et donc, notamment, il y avait une dame à qui ils avaient dit vous n'êtes pas fiché S, vous êtes fiché G comme gauchiste. C'est de la manière dont ils parlent aux employés municipaux. Donc, bon, résumé, vous n'êtes plus à la communication, vous êtes maintenant à l'Escapade, hop, comme une punition. Et elle, c'est des gens que je ne connais pas personnellement, mais bon, c'est quand même une petite ville, on apprend à se connaître. Et je la voyais, qu'elle renaissait en fait dans ce truc. Qu'elle était hyper hardie, elle s'est mise sur la programmation jeunesse, en plus elle était maman, elle allait voir des spectacles, tout le monde était super content de son boulot. Puis à un moment ils ont dit non mais attendez, nous on l'avait punie et qu'est-ce que c'est que cette histoire, elle est contente. Et puis elle a vu, apparemment ils en veulent pour un truc protocolaire dans une inauguration, je sais pas quoi. Et donc ils disent allez, carte d'identité. Donc elle, c'est hyper mal, elle est en arrêt, etc. Et donc moi quand au conseil municipal, je dis mais vous faites quoi? Ils disent ah bon, pour vous, c'est une punition, le service carte d'identité. Nous allons donc dire à l'intégralité des agents du service carte d'identité ce que vous pensez de leur fonction. Parce que madame Intel, je ne dis pas son nom, elle ne mérite pas le service carte d'identité. Et donc,
Voilà, ok, donc ça commence comme ça. Il la remplace par 2 agents, on va dire, qui leur sont très très loyaux. Les autres agents de la structure disent, bah nous on a l'impression qu'ils nous espionnent, qu'ils racontent. Enfin, ambiance de merde, quoi. Et je pense que pour les deux, je ne mets pas en cause, je sais parce qu'ils me regardent tout ce que je dis, donc je les salue déjà, on vient regarder cette vidéo. Et les 2 agents qu'ils ont mis dans cette salle de spectacle de l'escapade, ça n'a pas dû être simple pour eux non plus, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous voyez, ambiance de merde, donc à la fin ils disent, écoutez, c'est vraiment trop une ambiance de merde. Donc là, l'association qui gère ça, alors ils disent, oui, c'est une association, comment ils ont dit de la fois dernière, ils ont fait pas un racket, mais un... Comment? On n'a pas eu droit au wokisme et à l'extrême gauche. On a droit avec... Non, on était sur du basique, islamo-gauchiste, je sais pas quoi, là, et puis une asso de voyous, je sais pas quoi, qui veulent mettre tout son... Et donc je revois la trésorière de l'association qui a 80 ans, qui a toujours été dans le truc, qui est pas forcément contre eux, quoi, qui a dû dire, mais cette histoire, les gens étaient vraiment choqués. Donc ils ont repris possession du lieu, ils ont dit, bah vous savez, la convention, là, bah, voilà, on la signe plus, voilà, donc à telle date, c'est nous. Et la date, c'était 3 jours après les vœux de la mairie, et je me rappellerai toujours arriver aux vœux, dans cette nouvelle salle qu'ils ont construite, qui est immense, etc., qui est en face de l'escapade. Et donc, il y a des amis, il y a quelqu'un qui vient ce soir me dire, moi je ne connais pas, mais il y a des amis qui écoutez, vous ne connaissez pas, mais moi je vous connais. Je suis venue la première fois au vieux du maire de ma vie parce que je veux entendre ce qu'il dit sur l'escapade. Et je la vois très émue. Elle dit, moi c'est là où j'ai des souvenirs, comme tout le monde, je fréquente cette salle. Et avec tout ce qu'on a fait comme mobilisation, c'est sûr, il va faire une annonce pour dire qu'il revient dessus. Je ne vais pas gâcher son espoir tout de suite, mais à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Et évidemment, lui, il annonce, il dit, bah, vous savez quoi, donc la salle, vous avez vu qu'il n'y avait plus la convention, et ben voici la clé. Et la clé, je la donne au directeur, tiens, au président de l'association que les autres de l'asso voulaient virer. Donc je vous donne, vous êtes là chez vous, voilà, c'est pour vous. Et la programmation, bah, ça commence, voilà, donc on va faire une inauguration avec avec le compagnon de Brigitte Bardot, qui est un ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen. Donc ce sera pour la journée de la femme, d'accord? La journée de la femme, quelqu'un a un problème à me poser? Pas de problème, très bien. Et donc, la journée de la femme, ce sera un hommage à Brigitte Bardot avec son ex-compagnon qui est conseiller de Jean-Marie Le Pen. Ce sera l'inauguration. Et puis le lendemain, il y aura ça. Et donc, j'ai dit, bon, ok, on a compris. Donc, j'y suis allée par principe, pas à Brigitte Bardot. Malheureusement, j'avais une occupation ailleurs ce jour-là pour les Verts. Mais j'y suis allée pour pas déserter le lieu. Mais ça, voilà. Et puis, évidemment, alors maintenant, tout est gratos pour tout le monde. Le truc qui n'avait pas le droit d'ouvrir le dimanche, maintenant est ouvert tous les dimanches. Alors, ils disent... Ah ben voilà, nous avons fait revivre le lieu, il y a plein de monde tout le temps, bah, tu m'étonnes, c'est gratuit, ils bénéficient de la communication municipale, ce qu'ils ne faisaient pas avant, alors qu'ils auraient pu le faire, et enfin, c'est vraiment tragique, et j'ai bien vu que la ministre, qui est en campagne, comme tu l'indiques, ne s'est pas trop bougée, que la région, ils étaient hyper embêtés, mais à un moment, voilà. Et donc l'assaut rebelle, rassurez-vous, l'assaut de l'escapade qui gérait l'escapade, donc eux, ils ont déposé, c'était le théâtre de l'escapade, eux, ils ont déposé à l'INPI l'escapade, le théâtre, enfin vraiment un truc de... Ils ont sabré tout, il y a eu un truc... comme quand il y a des putschs dans les partis, vous savez, ils ont repris les réseaux sociaux, alors il n'y avait pas les codes, donc ils en créent un autre, après ils supprimaient tout l'historique, donc il y a moi j'ai un copain par exemple qui a fait des ateliers artistiques, bah, tout son historique a disparu, tout ce qu'il avait fait, ils effacent les trucs, ça n'existe plus. C'est hyper violent, et c'est ce qu'on pratique chez nous. Et puis, donc là, je vous ai donné 2 exemples, mais je pourrais vous parler du pass culture, du budget de l'État, vous en avez parlé. Et à la fin, l'écologie et la culture ont du coup ce point commun que dans ce monde où Emmanuel Macron, rappelez-vous, vous voulez tout réarmer, même la démographie, pardon. La démocratie, mais en tout cas, à la fin, c'est l'écologie et la culture qui se prennent la balle, tout le temps. Budgétairement, en termes de priorité, en termes d'attaques très très ciblées. Et donc, il est finalement très logique que les écologistes se mobilisent pour la culture parce que ça crée une communauté d'intérêt. C'est les deux qui trinquent à la fin. Vous dire qu'on traite aussi chez les écologistes la culture comme on traite les autres sujets. En parlant de tous les territoires. Et donc, on a parlé avec la ruralité. Je pense que vous pourrez faire le prochain livret de la commission culture sur les questions aussi d'accès de la culture et comment on fait la culture vraiment populaire. Moi, j'ai vécu par exemple chez moi le Louvre-Lens. On dit quoi? On va voir un Louvre à Lens et tout. Dans toute ta vie, ça arrive qu'une fois, donc on dit ah bon, bah, d'accord, c'est sympa, ça va être gratuit, ah bon, bah, c'est sympa, et voilà, on est hyper fiers que ça soit ouvert, tout le monde a entendu parler, mais on voit bien que ceux qui vont au Louvre-Lens, malgré la gratuité, malgré tout ce qu'ils essayent de faire sûrement très bien, ça marche pas en fait, ça marche parce qu'il y a des gens qui y vont, mais c'est pas des gens du territoire, et quand on étudie les statistiques, ça se voit, donc il y a une vraie question à se poser sur, voilà, comment on fait venir les gens à la culture, comment on fait de l'aller vers, et comment... ça ne bénéficie pas toujours au même public, et c'est pas qu'une question tarifaire, quoi. Il y a
une vraie frontière toujours à essayer de faire reculer. Et je sais que dans toutes les villes écolo, on y est très attaché. Donc c'est tous les territoires, c'est aussi des actes. Ça, on l'a montré. C'est pas, on n'est pas dans on remplit pas du papier gacé pour le plaisir d'avoir fait une belle mise en page. Nos programmes, maintenant, on les applique grâce à nos victoires dans les mairies écolo. Et quand vu depuis les villes fachos, et ben en fait, ça fait hyper plaisir. Moi, j'en ai été émue aux larmes ce soir de 2020 où toutes ces villes ont basculé écolo en me disant voilà, nous, ça va continuer d'être la merde, mais il y a des gens qui auront la chance de vivre dans des villes écolo et on va pouvoir faire ce démonstrateur et convaincre d'autres. Et donc merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Dire aussi que quand je dis on fait la culture comme sur tous les autres sujets, nous on bosse toujours aussi très en lien avec les acteurs. Et donc la manière dont on fait cette conférence aujourd'hui, en invitant, et je remercie les acteurs qui ont pris le temps de venir, celles et ceux qui sont des compagnons de route, pas au sens je ne sais pas ce que vous votez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, voilà. Mais en fait, on chemine ensemble, on sait s'interpeller quand il y a besoin, dans un sens, dans l'autre. Vous savez où nous trouver, vous savez aussi qu'on a une relation très respectueuse, parce que nous, la société civile, comme on l'appelle, on ne cherche ni à vous manipuler, ni à vous récupérer, ni même à vous remplacer, comme certains essayent parfois de le faire. Voilà, nous, on est à notre place de parti politique. On n'est pas que des politiques, parce qu'on a le reste de nos vies aussi, on a plein d'engagements, mais voilà, quand on s'adresse à vous, c'est dans une relation d'égal à égal, chacun à sa place, chacun à son poste, où on s'entraide, et je trouve ça très important. Et puis surtout, on pratique aussi la culture en mode terrain, quoi. Et moi, je sais que les plus belles histoires que j'ai entendues, c'est en me déplaçant. Je ne savais même pas qu'on allait parler culture ce soir-là, et j'ai fait des réunions publiques inversées récemment. Donc je vais dans des endroits où personne n'est jamais allé. La fois dernière, ils m'ont dit si, on a déjà vu Laurent Wauquiez. Je dis oui, mais c'est votre président de région. Il dit oui, c'est vrai, c'est pas, il est national, mais il est local. Mais ils disent on n'a jamais vu quelqu'un de national qui n'était pas du local qui a dit tiens, je vais aller là. Donc à Verneuil en Bourbonnais, par exemple, dans l'Allier, à Corrèze, dans la Marne, à Carignan de Bordeaux, en Gironde, où des fois, c'est des villages de 200-300 habitants. Et ben, on met quasiment plus de monde dans la salle que d'habitants, parce qu'on va dans les villages autour. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, déjà, c'est que les gens, ils viennent. Si je vais dans une grande ville, je vous m'invitez quand vous voulez, hein, je viens. Mais dans les grandes villes, on l'a dit tout à l'heure, il y a une saturation un peu de propositions aussi. Tous les soirs, les gens ont le choix entre 10 trucs, et puis peut-être des fois, leur luxe devient de rester chez eux, alors que la solitude, c'est un Français sur 4 qui en souffre dans ce pays. Et eux, ils n'ont pas d'offre de rien du tout, jamais. Là où certains, le luxe devient de passer une soirée seule chez toi pour souffler et tout ça. Donc c'est le contraste territorial français. Et donc, le fait qu'il y ait Marine Tondelier qui vienne, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ou même peut-être qu'ils ne m'aiment pas, mais ils se disent, on y va, pas parce qu'on est fan des écolos, mais parce qu'il se passe un truc dans le village. Donc c'est l'événement social du village. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça me donne l'occasion de parler, pas face à une salle de convaincus, pas de moi, mais d'écologie, mais face à des gens qui sont venus par curiosité, qui sont venus par convivialité. Et donc vous mettez dans la même salle, par exemple, première question, souvent c'est un chasseur, il dit, bon moi je suis, parce que je dis, la première question la plus difficile, donc là, qui c'est qui se lance? Moi je suis chasseur, donc bon, je n'ai pas peur de difficultés, sous-entendu. Et alors, par rapport au sanglier, qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent la deuxième question, c'est quelqu'un qui dit, moi je suis une mère de famille, donc voilà, et monsieur le chasseur, parce que les gens se répondent, du coup entre réunion inversée, c'est pendant 1 heure je parle pas, j'écoute. Et donc les gens ils posent des questions, ils se discutent entre eux, et moi après je réponds. Et donc souvent la deuxième question c'est, moi je suis une mère de famille, et donc j'aimerais bien quand je vais me promener dans la forêt pouvoir discuter avec mes enfants, et paf, ça part, les gens discutent entre eux, ça crée... Et la fois dernière, donc c'était à Verneuil en Bourbonnais en Allier, à la fin les gens viennent vous parler de ce dont ils sont fiers, quoi. Et il y en a une qui dit, voilà, il me disait, je connais un tel, du tel lieu, et vous parlez, pourquoi je ne comprends pas, je ne comprends rien. Si c'est notre lieu, alors c'était, je sais pas si on appelle ça tiers-lieu, bar associatif, vous savez, c'est ce genre de structure, vous ne savez même pas comment la décrire en 3 phrases, parce que ça s'est construit par empilement, selon les besoins, selon les envies, c'est foutraque, j'adore ça. Et surtout, je dis, mais ça marche comment, vous avez une subvention? Ah non, on fait tout nous-mêmes, en fait on est 60, c'est comme, vous savez, comme une crèche participative, mais c'est un lieu participatif. Ils sont 60, ils tiennent le bar une demi-journée chacun par semaine, et donc ils disent, au début c'était un peu les punks, je dis punk, je veux dire des gens un peu motifs, des jeunes trentenaires qui n'étaient pas forcément du village, qui sont arrivés en disant, allez, on va faire revivre le truc, et puis progressivement tout le monde s'est pris au jeu en disant, mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas connu cette ambiance de bistrot, et donc les gens des villages autour s'y mettent aussi, et ça devient un lieu où il y a des concerts, où il y a des trucs, il se passe des choses qui fait revivre un village, quoi, par ce pouvoir de la culture. Et les gens, ils sont hyper fiers de ça. C'est eux qui l'ont fait tout seul. Ils disaient, vous savez, nous, on a arrêté d'attendre un moment, l'État, les trucs, ok, on se démerde. Et je trouve ça beau.
Et surtout, je vais conclure par ça, mais vous savez, quand on est écologiste, on a tendance, c'est dur ce qu'on raconte. Et de toute façon, ce qu'on sait est dur, et ce sur quoi on doit alerter est dur. Et donc on a tendance toute la journée à parler des finitudes. L'effondrement planétaire, l'effondrement de la biodiversité, les limites planétaires, l'épuisement des ressources, l'épuisement de nous aussi, enfin bref, finitude, dépression. Mais on doit le faire, on ne va pas dire, bon alors comme on ne veut plus déprimer les gens, on n'en parle plus, on va parler que de culture. Donc, on doit le faire. Mais il ne faut jamais qu'on oublie que l'écologie, c'est aussi, par définition, c'est la science en fait des interactions, des interdépendances. C'est ça historiquement l'écologie, avant même d'être politique. Et donc, on doit aussi parler de l'infini des relations, de l'infini des solutions, de cette richesse gratuite et multiple des liens, de ce qui nous lie, de ce qui nous noue, de ce qu'on arrive à faire quand on se met à plusieurs, y compris dans un endroit où on nous avait dit qu'il n'y avait rien qui pouvait pousser, quoi. Et donc je pense qu'on doit faire attention à ça aussi, pour rester positif, sinon franchement on ne va pas y arriver, ni nous, ni les gens auxquels on parle, mais voilà, on doit rallumer cette flamme. Je dis souvent qu'il y a un écologiste qui sommeille en chacun d'entre nous, pas que nous ici, tous les Français. Alors souvent les gens disent Tondelier a de l'espérance, bah non, en fait moi je revendique, je pense qu'en 2025, c'est pareil, tout le monde sait au fond de lui. Alors il y en a qui sont dans le déni, ils savent quand même au fond d'eux, il y en a qui ne veulent pas savoir, il y en a qui sont en colère contre ce qu'ils croient qu'ils comprennent, donc ils ont dit que ce n'était pas vrai, il y en a qui sont dans la sidération, dans l'éco-anxiété, enfin il y a plein de genres de réactions, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un écologiste qui vit ou qui sommeille en chacune des personnes de cette planète. Et donc la question c'est comment on la réveille, comment on s'adresse à elle. Même Trump. Et ça, comment? Même Trump. Et ben je pense que il faudrait mettre des psychanalystes sur le coup, mais je pense que c'est passé un truc avec sa part d'écologiste qui sommeille en lui qui a brillé et il est en vengeance contre lui-même. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait, alors que tout le monde rêve de nous décrire comme les écologistes qui pointent du doigt, qui sont punitifs ou je sais pas quoi, enfin, j'ai même plus envie de répondre à ces arguments tellement on sait ici que ça n'a pas de sens, mais il faut qu'on soit les écologistes qui tendent la main. Et en fait, c'est ce qu'on fait déjà. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on le raconte. L'écologie, ça tend la main. Voilà, ça te dit, bah toi, t'es seul, nous, on propose la culture. Ça te dit, toi, tu es enceinte, on propose une ordonnance verte. Il y a des prescriptions muséales et des ordonnances vertes. On est quand même vraiment dans le care jusqu'au bout chez les écolos, et je trouve ça magnifique. Tu as pas, nous, on fait le droit aux vacances pour tous. Nous, ton enfant, bah, en fait, à la cantine, il aura de nourriture de qualité et à prix accessible. Et s'il fait chaud cet été, bah, toi, tu auras un îlot de chaleur, parce que tu es dans une ville écologiste. Et donc je pense vraiment qu'il faut qu'on se réempare de ça, et tout ce qu'on vient de se dire sur la culture y participe, et qu'on décrive cette écologie qui tend la main. C'est ce que je vous propose avec ce que vous avez fait sur la culture, mais avec ce que toutes nos commissions font dans le parti de faire. Et si ce qu'on vous a raconté vous a plu, bah déjà si vous n'êtes pas encore chez nous, surtout toi du coup, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont déjà, vous nous rejoignez sur lesécologistes.fr, et puis ceux qui sont déjà dans le mouvement et qui sont intéressés par ce qu'on vient de raconter, il y a l'EGT Ruralité, il y a la commission culture, il y a plein d'autres commissions, il y en a 40 sur tous les thèmes. Vous avez toujours rêvé de voir sous forme de commission, et donc sachez que l'adhésion aux commissions est gratuite maintenant, donc voilà, il n'y a pas de barrière financière. Nous aussi on fait l'Allée Vert, la culture pour tous, etc. On fait des commissions pour tous chez les Verts, et voilà, rejoignez-nous, investissez-vous, et si vous n'avez pas le temps, soutenez-nous déjà mentalement. Voilà. Merci tout le monde. Merci.